Bien, après une période de 4 jours de pluie, de mauvais temps, ici au Québec, dans les 2 jours qui vont suivre, les gens vont être accueillants, positifs. Ils vont favoriser la demande que tu vas faire. Si tu fais des négociations, mettons, attends donc qu'il y ait du soleil pour essayer de demander une faveur à ton chum, ton boss. Hein? Augmentation de salaire, une journée de soleil. Augmentation de salaire, ça peut être ça, comme ça peut être d'autres trucs. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Avez-vous déjà remarqué que vous êtes un peu plus triste quand il pleut, par exemple, ou que vous avez tendance à vous chicaner quand il fait très, très chaud dehors? Aujourd'hui, à l'épisode, on va s'intéresser à la biométéorologie. C'est quoi ça? C'est la spécialité de notre invité. Il s'appelle Gilles Brien. C'est un météorologue qui, pendant 30 ans, s'est intéressé aux effets du climat sur nos comportements, sur nos humeurs, sur nos émotions. D'ailleurs, il écrit un livre que je vous recommande. Ça s'appelle « Les baromètres humains, comment la météo nous influence santé, humeur ». Bref, on n'est pas fou. On a l'impression que la météo agit sur nous et c'est vrai. Bonjour Gilles Brien, merci d'être là. Bonjour. Aujourd'hui, il fait beau? Très beau, oui. Ah oui, hein? Ça a un effet sur vous? Quel effet ça a sur vous? Bien, c'est un effet sur tout le monde. Là. Tous les Québécois attendent le printemps là, depuis déjà plusieurs semaines. On a eu une période plutôt froide dans les derniers jours. Et le printemps nous rappelle que la vie se poursuit et recontinue. Là. On est à quelques jours de voir la végétation reprendre place là, dans nos vies, c'est-à-dire à l'extérieur. Et nos habitudes aussi vont changer. Ce qu'on mange, notre diète, nos exercices, la façon qu'on a de conduire notre voiture aussi va changer. Oui. Ah oui, les comportements, les humeurs vont changer beaucoup parce que, bon, le printemps appelle ce qu'on appelle le déverrouillage des instincts. Les gens vont se retrouver... c'est une période charnière dans la vie. Le printemps, c'est la première période, si on veut, de la vie. C'est la naissance des animaux, des bébés. C'est ça, c'est la période aussi de la reproduction, c'est la période de sexualité dans la nature. On peut dire tellement de choses sur le printemps. On peut surtout avoir des chansons là-dessus. Parce que, vous savez, les Français, on se réfère au printemps pour décrire le nombre d'âge, l'âge que vous avez. Elle avait 25 printemps et tout ça. Donc, ça nous allume, le printemps. Oui. C'est une bonne journée pour faire certaines tâches? Oui, particulièrement, dépendamment toujours de d'autres conditions aussi, hein, parce que l'humeur du jour dépend de la météo, mais dépend surtout de la qualité du sommeil que vous avez eu la veille. Je dirais à 50 %. Oui, okay, ça. Donc, si on dort bien et là, il fait 12 degrés dehors, quel genre d'activité on devrait faire? Bien, si vous avez eu de la pluie hier ou avant-hier, du temps froid, puis aujourd'hui, il y a du soleil, le ciel est complètement ensoleillé, les vents sont calmes, la pression est à la hausse, eh bien, vous allez voir premièrement les sourires, vous allez voir les gens sortir à l'extérieur. Les Québécois passent près de 6 mois à l'intérieur dans leur maison. À partir du mois de novembre, là, on ne sort plus dehors. C'est ce qui explique notre amour de la télévision, notre amour de la bouffe aussi, on aime faire à manger. Mais quand le printemps arrive, c'est le signal de l'explosion de la nature et le signal aussi pour tous les Québécois de sortir, de reprendre possession de leur terrain, de leur cours, de leur rue. Et d'ailleurs, là, les festivals vont commencer bientôt. Là. Tous les festivals vont s'emboîter un après l'autre pour donner aux Québécois le goût d'aller dehors, d'aller faire du vélo, d'aller faire le tour de l'île. Il y a une effervescence, en tout cas, au printemps. Gilles, je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce qui t'a aiguillé là-dessus? Pourquoi tu t'es mis à t'intéresser sur les effets du climat sur les humains? Bien, en fait, la météo, on s'intéresse, les scientifiques, à l'effet de la météo sur le thermomètre, sur les instruments qui calculent les quantités de pluie, la pression, tous les paramètres météo. Bon, on les calcule avec des valeurs, des quantités en météo. Mais ça, c'est l'effet sur les instruments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet sur l'humain, sur la santé, sur nos humeurs, nos comportements aussi. Et même, ça va très loin, ça va sur aussi nos habitudes de consommation, sur le type de voiture que vous allez acheter, qui va dépendre en grande partie de la saison, et même de la météo. Une décapotable, vous achetez pas ça quand il fait très chaud. D'ailleurs, les concessionnaires le disent souvent. Oui, hein? Oui. Et, ça fait rêver, donc on l'achète quand il fait beau. On l'achète quand il y a du soleil, quand il fait beau, quand il fait chaud, mais quand il fait trop chaud ou qu'il
pleut, chaque objet de consommation qu'on achète dans le quotidien, il y a la part de météo derrière ça, que ce soit de la bière ou de la crème glacée. On va toujours revenir aux conditions météo à l'extérieur. Donc, la biométéorologie, c'est une science? C'est une science qui s'intéresse aux effets donc de la météo sur le vivant, c'est-à-dire sur l'agriculture, sur les animaux, les humains aussi, qu'on appelle la biométéorologie humaine. Les gens connaissent bien l'indice de refroidissement éolien, le facteur humidex. Ça, c'est des outils biométéorologiques. C'est pas des échelles qui calculent des quantités physiques. Mais c'est un ressenti de température. Voilà, c'est des indices d'inconfort pour nous donner plus d'informations sur les conditions extérieures. Parce que si vous êtes dans la vallée de la mort, il fait 47 degrés, vous allez bien le supporter parce que c'est très, très sec. Par contre, 47 degrés ici à Montréal, vous allez vous écrouler par terre. Vous êtes en risque d'hypothermie aussi. Donc, les conditions météo se conjuguent pour parfois nous nuire et quelquefois même nous donner un petit peu plus de vigueur, un peu plus de force aussi. Ouais. On voit les records olympiques souvent battus dans les périodes de mars-avril, même les records personnels au jogging ou si vous faites du sport. Encore le printemps. Vous allez avoir une meilleure performance, meilleure capacité pulmonaire au mois de mai, à peu près avril-mai. Ben, en fait, ça dépend de votre physionomie. En hiver, en décembre, on est vraiment à plat. On a le minimum de capacité pulmonaire dans le mois de décembre. Si je fais une analyse sanguine de votre métabolisme au mois de décembre, là, je vais trouver dans votre sang ce qu'on appelle des fibrinogènes. C'est des enzymes qui semblent indiquer que votre corps pourrait peut-être être malade. C'est comme si vous prédisposez à être malade en décembre. Vous n'êtes pas vraiment à votre mieux. Et c'est dû à quoi, Gilles? C'est dû au manque de nutriments pendant l'hiver, au manque de soleil. On sait que la vitamine D est créée par l'ensoleillement. La vitamine D, on a trouvé dans les dernières années que tous les organes humains ont des capteurs de vitamine D. On a longtemps pensé que ce n'était pas le cas, mais maintenant, la vitamine D, elle est vraiment identifiée dans beaucoup d'études comme étant un ingrédient absolument essentiel de la santé. D'ailleurs, de plus en plus, la peur du cancer de la peau, du soleil, a causé une peur de s'exposer au soleil. Et à ce moment-là, il y a plus de maladies qui se développent dans les régions ou les nations où, justement, les gens ne s'exposent pas au soleil. Ah oui, parce qu'on a besoin de cette vitamine. Ah oui, on a besoin parce que la vitamine D, vous pouvez l'avoir dans votre alimentation, mais elle va être éliminée dans votre urine et vous n'allez pas l'assimiler. Il faut qu'elle soit vraiment ingérée dans des fruits, des aliments, mais surtout, votre corps va la produire en présence de soleil. S'il n'y a pas de soleil, pas de vitamine D. Oui. Ça me fait penser quand j'étais à Vancouver. J'ai déménagé là-bas, c'était fin d'été. Cet automne-là, j'ai fait de l'insomnie parce que là-bas, le couvert nuageux, bon, tu le sais, est très, très bas. Donc, la luminosité est faible et il n'y avait pas assez de différence entre le jour et la nuit pour mon corps. Et je me réveillais à 2 heures du matin. J'étais malheureuse pendant des semaines et des semaines jusqu'à temps que je comprenne que c'était ça le problème, en fait. C'était la lumière. Oui, c'est ce qui explique un peu aussi le taux de suicide dans le sud de la Colombie-Britannique, chez certaines catégories, personnes âgées surtout. Le manque d'ensoleillement est très flagrant là, en Colombie-Britannique. C'est une région dans le Pacifique, c'est un cimetière de dépression où vont mourir beaucoup de systèmes météo. De dépression, on parle de ce qu'il y a dans le ciel, là? Oui, de dépression météorologique. Donc, il pleut tout le temps pratiquement là, en décembre. En décembre, en janvier, puis en février aussi. Mais n'empêche, cette dépression saisonnière-là, c'est probablement ce qui est le plus commun, ou en tout cas le plus connu par les gens ici au Canada. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la luminosité. Oui, c'est ça. En fait, le syndrome affectif saisonnier, c'est-à-dire la maladie des blues de l'hiver, est peut-être le plus bel exemple d'une maladie qui est associée à la météorologie. Dans les années 80, c'est à partir d'un ingénieur aux États-Unis qui se sentait déprimé chaque fois qu'arrivait l'hiver. Et il a demandé l'aide de ses médecins pour essayer de mettre le doigt sur le bobo. Puis finalement, les médecins ont trouvé qu'en exposant le patient à des lampes, à de la luminothérapie, on était capable d'améliorer son humeur. Et au bout de 2 ans, 3 ans, il a été guéri.
La maladie, ensuite, a fait son chemin jusque dans les livres de médecine et est devenue aujourd'hui la maladie la plus reliée là, à l'absence de soleil et celle qui touche le plus les Québécois en hiver. Peut-être 2-3% de la population du Québec sont affectés par ça. Ouais. J'ai vu des psychiatres, moi, qui m'ont dit qu'ils ont vu des patients là, qui sont incapables de se lever le matin à cause de leur dépression hivernale, dépression saisonnière, que les Américains appellent le SAD, syndrome affectif dépressionnaire. Ah oui. Mais Gilles, il n'y a pas que la lumière qui influe sur notre humeur, sur notre comportement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les éléments météo y passent, que ce soit le vent, la pression. Je vais vous donner un exemple, la pression barométrique. Vous savez, quand vous allez dans les Laurentides, vous allez changer d'altitude. Pas beaucoup, hein? C'est à peu près 200 mètres, 300 mètres. Mais quand même, vous allez sentir des gargouillements dans votre estomac quand vous allez monter dans votre voiture, dans le secteur de Piémont, ça monte beaucoup, l'altitude change. Quand vous prenez un ascenseur aussi, ultra rapide, dans des buildings à Dubaï ou à New York, en quelques secondes, vous êtes propulsé au 40e étage. Il y a des contre-indications médicales chez certaines personnes. Des changements de pression comme ça peuvent être néfastes dans certaines conditions médicales. Si vous relevez d'une opération, par exemple. Donc, la pression, elle joue beaucoup sur la santé, sur l'humeur des gens. Même dans l'histoire de l'humanité, les gens qui étaient en montagne étaient réputés d'avoir toujours une meilleure santé que les gens qui vivaient au niveau du plancher des vaches. D'ailleurs, la mythologie grecque nous a appris que les Spartes, c'était des soldats guerriers très vigoureux, qui étaient en altitude, qui vivaient un peu plus en montagne que les Grecs de leur époque. Donc, c'est la pression atmosphérique qui est en jeu. Oui, pression barométrique. L'oxygène aussi est différent. Donc, on a remarqué chez les personnes qui habitent dans les Andes en Amérique du Sud que ces gens-là ont un volume sanguin, le cœur est plus gros, les artères sont plus grosses. Ils ont créé plus de vaisseaux sanguins dans leur cœur parce que si vous êtes à 3000 pieds, 5000 pieds, il n'y a pas assez d'oxygène. Il faut que votre cœur pompe beaucoup plus pour vous amener la même quantité d'oxygène dans le sang. Donc, ils sont adaptés. Donc, on s'adapte. Donc, votre corps va complètement s'adapter, exactement comme c'est passé en Afrique, il y a peut-être 500 000, avant que l'homme émigre d'Afrique, c'est pour s'installer ailleurs, la largeur des épaules, la largeur des narines, sont corrélés aux températures. Pour pouvoir aller respirer le maximum d'air quand il fait très chaud, vous avez besoin de pouvoir capter le maximum d'air. Il y a beaucoup de règles aussi en biologie qui expliquent pourquoi les humains sont différents d'un pôle à l'autre, pourquoi les hommes sont petits au Lapon et les Inuits sont plus petits et les hommes plus grands dans certaines régions du monde. Tout ça est relié au climat, à la température. Donc, quel est l'avantage évolutif d'être plus court, par exemple, dans les pôles? C'est que votre masse est concentrée sur une taille plus petite. Donc, votre exposition au froid est réduite. On le voit avec les gens qui sont très grands. Ils ont beaucoup de peau par rapport à un corps, une masse réduite. Ces gens-là vont souvent souffrir plus du froid. Mais est-ce qu'on ne souffre pas tous du froid? Non. Et les gens qui sont petits ou un peu plus gras aussi vont être affectés par certains types de conditions météo. Ça aussi, c'est courant. Donc, la météo nous influence au niveau de la santé, au niveau de l'humeur, mais aussi au niveau de finalement, notre physionomie. C'est fou quand on y pense, là. En fait, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on se pense extrait de la nature. C'est comme si on n'en faisait pas partie, finalement. Donc, on pense que nous, la météo, on l'a subie, mais on n'en fait pas partie. C'est pas ça, Gilles? Voilà, parce qu'on pense que si on a besoin de chaleur, on pèse sur un bouton. On a automatiquement un système de chauffage. On veut de la clarté, on pèse sur un autre bouton. Si on veut passer la nuit sans dormir, on va prendre du café ou certaines pilules. On va toujours essayer de court-circuiter les cycles de la nature. Et avec ça, c'est une route vers la maladie aussi. Donc, on croit pouvoir maîtriser la météo, mais en réalité, même si on est à l'intérieur, on en est vraiment... on en connaît les impacts, on en vit et ça nous touche. On aime bien poser la même question à nos invités et j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, Gilles, parce que tu es quelqu'un qui, pendant plus de 30 ans, a observé des forces, des éléments qui s'influencent les uns les autres. Ma question est à propos de l'équilibre. Quelle est ta définition à toi de l'équilibre?
Oh, c'est une question à 100 000 degrés, je dirais, hein, parce que l'équilibre, ici au Québec, c'est très difficile de l'obtenir parce qu'on est au carrefour de toutes les conditions météo qu'on trouve dans le dictionnaire. Et pratiquement toutes les tempêtes, les éléments météo, on les retrouve au Québec. Peut-être pas les tempêtes de sable, mais ça va venir un jour. Oh non! À vitesse que le climat change, je dirais pas non. Mais oui. Ma définition d'équilibre serait simplement, comme les bouddhistes disent souvent, c'est se retrouver dans un état où on n'a pas besoin de rien et on n'attend rien non plus. On est en neutralité, si on veut, là, par rapport à la vie, aux conditions courantes de la vie. Mm-hmm. Donc, c'est une prémisse pour être heureux aussi, parce que tu ne peux pas être déçu à ce moment-là quand tu n'attends rien. Oui, quand on n'attend rien, qu'on a besoin de rien non plus. Intéressant. Qu'est-ce que c'est la météosensibilité? C'est la sensibilité de certains humains à être plus affectés que d'autres par les changements de température, les variations du mercure, les variations d'humidité aussi. Si vous êtes en santé, si vous avez 25 ans, vous n'avez jamais été malade, vous êtes en pleine forme, vous êtes moins météo-sensible qu'une personne âgée, qu'un enfant de 3 ans, 2 ans ou d'un petit bébé de 6 mois qui respire beaucoup, avec des petits poumons. Des périodes de canicule, c'est très difficile pour les bébés. Les femmes aussi, à 35, 40 ans, en vieillissant, sont très météo-sensibles. Moi-même, j'ai 2 handicapés à la maison, 2 autistes qui sont extrêmement sensibles au changement de la météo. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une coordination entre je dirais, certaines crises qu'ils avaient et les conditions extérieures. Je faisais la prévision pour Montréal. J'allais me coucher après mon chiffre de nuit. Et aussitôt que les orages arrivaient, là, je sentais que mon plus vieux, il faisait plus ils ont des tics nerveux, les autistes, ou ils ont parfois des réflexes de bouger davantage. Et tout ça était très corrélé. Chaque fois qu'il y avait des pressions à la baisse énormes, je le sentais. D'ailleurs, si vous avez un professeur dans votre entourage et vous lui demandez si ses enfants à l'école sont influencés par la météo, vous allez voir la réponse. Ah oui, ils sont plus énervés les jours d'orage. Voilà, ils sont plus excités s'il y a une tempête de neige qui arrive. C'est pas nécessairement la neige qui tombe, c'est la pression barométrique qui joue beaucoup. On ne la voit pas, on ne peut pas la sentir, la pression barométrique. Mais pourtant, on est au fond d'un océan d'air qui nous pèse sur les épaules comme le poids d'un autobus avec 40 personnes dedans. On le sent moins parce qu'à l'intérieur de notre corps, on a une action-réaction. Le 3e principe de Newton, on va réagir à la pression qui est appliquée. Mais quand vous êtes dans une période de déséquilibre, je reviens à votre question de départ, quand le front froid va passer ou quand la masse d'air avec des orages nous arrive dessus, bien là, on le brise d'équilibre. C'est là qu'on voit les gens qui sont très sensibles à la météo. Ben oui, puis on est tous un peu sensibles. Un des exemples qui revient le plus souvent, je pense, dans la culture populaire, c'est la pleine lune. Est-ce que ça a vraiment une incidence sur nous, la pleine lune? Ah, beaucoup, mais peut-être pas l'influence qu'on pense qu'elle a. Okay. C'est simplement la perception que la pleine lune va amener des comportements, des changements de comportement, surtout chez les gens psychiatrisés, chez certaines personnes plus sensibles, émotionnelles. Les policiers, les infirmiers, les médecins, les gardiens de prison sont les premiers à dire « La pleine lune s'en vient, je vais avoir des problèmes sur mon chiffre. » Donc, en faisant ça, ils se prédisposent à avoir plus de comportements bizarres. Quand il arrive ces comportements-là, il les pointe du doigt, puis le biais positif des humains est en style. Ah, c'est la pleine lune. Voilà, parce qu'on a longtemps étudié ici, des études ont été faites à l'Université McGill, l'Université Laval, les femmes enceintes aussi, l'accouchement, là, tout ça. C'est-tu vrai, ça, ou pas, qu'il y a plus de naissances à la pleine lune? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a vraiment pas de lien. La pleine lune est là depuis des millénaires dans le ciel, elle nous influence, la culture aussi. On l'a vu avec la dernière éclipse solaire, comment que ça l'a... On peut-tu parler de ça? Comment vous avez vécu l'éclipse totale? Ça a été une belle expérience, je crois. C'est quelque chose de centenaire aussi qu'on a vécu, les Québécois. Oui. Parce que la prochaine va arriver dans 30 ans, mais elle ne passera pas à Montréal. La prochaine à Montréal, peut-être dans 70, 90 ans. Je ne serai plus là, moi. C'est sûr que je serai. Mais c'est fascinant de voir il y a un effet de cohésion sociale que j'ai bien aimé, moi. Ouais. Quand on a des expériences comme ça en groupe, on se rend compte justement qu'on n'est pas détaché de la nature. On en fait partie. Oui, puis c'est bien de le vivre avec des autres, voilà. Avec d'autres qu'on ne connaît pas, en fait. Je trouve qu'on est dans une époque où on vit beaucoup en silo, on est en individualité tout le temps, puis on n'a plus tant de choses qui nous rallient aux autres ou qui nous rapprochent. On n'a plus d'occasion de parler à l'autre, mais
Une éclipse totale avec 150 000 personnes au Parc Jean-Drapeau à Montréal. C'est un événement unique qui a été vécu par plein de gens en simultané. C'est beau, ça. Oui, les gens vont s'en rappeler aussi. Les jeunes qui ont connu cette expérience-là, c'est fondamental, ça, dans la formation de la personnalité, là, d'avoir partagé ça, parce que c'est un phénomène naturel. Puis, il fait des milliers d'années qu'il y a des éclipses. Donc, en voir une et partager ça entre amis, entre familles, entre fanatiques d'astronomie, on a peut-être aussi, avec ça, déclenché plus de vocations scientifiques. On aurait tellement besoin au Québec. On a formé tellement de chanteurs au Québec et d'astrologues. À quand pas la voix, mais le scientifique? Tu parles beaucoup du Québec par rapport aux autres endroits. Le Québec, c'est vrai, vit des canicules autant que des tempêtes de neige, des périodes de pluie intense autant que des sécheresses. On a des variations de température extraordinaires qu'on voit très peu ailleurs. Qu'est-ce que ça a comme effet sur nous en tant que peuple? Beaucoup d'effets. L'effet est surtout, bon, si on regarde premièrement la température, dans les années 20, dans les années 30, les premiers scientifiques qui se sont posé la question là-dessus ont regardé le comportement qu'on obtenait sur des souris de laboratoire, qu'on exposait à des températures froides toute leur vie et d'autres à des températures plus chaudes toute leur vie. Et on a comparé leur type de mortalité, leur maladie, leur comportement. Et c'est étonnant, on peut trouver les mêmes conclusions aujourd'hui. Ce qui tue les Québécois, c'est le cancer, c'est les maladies cardiovasculaires. Les pays du Nord, on est beaucoup touchés par ces types de mortalité-là. Alors que dans le Sud, si vous allez vraiment au sud de la Floride, les Caraïbes, les pays chauds, c'est les infections, c'est les pneumonies. Leur système, leur métabolisme est beaucoup moins vigoureux au Québec. Vous allez prendre un Cubain, vous allez l'amener ici au Québec, là, en plein mois de décembre. Là, ça va y prendre 1 mois à thermoréguler sa température. Bien avoir sa température. Parce que il va avoir froid, il s'habitue au froid, aux températures. C'est dur. Il n'y aura pas d'appétit, il va avoir des réactions, il va avoir de l'insomnie, ça va y prendre des semaines. Prenez un Québécois, amenez-le à Cuba. En moins de 24 heures, vous allez retrouver votre appétit, votre oxygénation, les humeurs, vos pensées, peut-être aussi donc, les Québécois sont plus résilients, quelque part? Bien, ils sont plus... sont forgés, là, je dirais, entre l'enclume là, de la météo extrême et du quotidien de tous les jours, là, c'est-à-dire, les Québécois, aussitôt qu'on met le pied dehors, je dirais pas qu'on est victime de la météo comme ailleurs, mais ici, au Québec, vous savez, l'hiver, c'est un tueur en série. Ouais. L'hiver, vous avez bien plus de chances de décéder en hiver que dans n'importe quelle autre saison. Et posez la question aux immigrants qui arrivent ici. Ils n'ont pas de voiture, ces gens-là. Souvent, là, ils arrivent au Québec, ils vont prendre l'autobus, transport en commun, ils sont dehors. Ils voient chaque flocon qui tombe, chaque goutte de pluie. Ils vont vous dire, eux autres, vraiment le fond de leur pensée, puis sur l'effet de la météo là, sur le quotidien. Mais sur les Québécois, écoute, notre devise, c'est le Québec, c'est mon pays. Mon pays, c'est l'hiver. Ouais. Parce que l'hiver nous a définis dans notre façon de manger, de construire nos maisons. De nous organiser, oui, activités. Oui, c'est vrai. Voilà, quand Maisonneuve est arrivé au Québec, son premier hiver qui est passé en 1608, c'était un hiver très froid à Québec. Il est arrivé avec 28 hommes qui n'avaient pas passé l'hiver. Ben, ils ont passé l'hiver, mais au printemps, il restait 8 personnes sur 28. Puis c'était pas des gamins, ces gars-là. C'était des grands gaillards, là, des marins habitués de traverser des océans. 21 sont décédés pendant l'hiver. Au bout de quelques années, ils se sont dit, on va faire comme les Autochtones, on va utiliser leur façon d'occuper le territoire, on va se faire des canots, des mocassins, des manteaux d'hiver. Un manteau d'hiver, comment on appelle ça en France? Une canadienne. Canadienne, oui. Les mitaines, on les a inventées. Les tucs, on a inventé ça. Le climat nous a poussés à être plus ingénieux. Difficile aussi. C'est un climat qui nous a fait beaucoup, là, c'est-à-dire au niveau de la santé. On a des problèmes avec le réseau de la santé actuellement, mais disons que le Québec, on paye cher pour rester au Québec. On vit moins longtemps que dans d'autres pays. Et on subit plus d'extrêmes. Comme j'ai mentionné tantôt, on les connaît tous, les extrêmes au Québec. Oui, c'est fou parce qu'au printemps, c'est une période de joie, une période d'exubérance, d'extérieur. L'hiver, c'est comme une période, finalement, de mort, quasiment. On peut quasiment dire ça comme ça. Chaque saison a ses forces et ses faiblesses aussi. Disons c'est quoi la force de l'hiver? La force de l'hiver, c'est peut-être de nous forcer à... L'oxygénation est meilleure en hiver. Quand nos mamans nous disaient « Va jouer dehors, là, puis tu vas... »
lâche ta TV, là, puis va jouer dehors. Ben, tu sors en hiver quand il fait moins 15, il y a 25 % plus d'oxygène dans l'air à moins 15 qu'à 25-30 degrés. L'oxygénation, c'est notre moteur, c'est notre carburant. C'est surtout le carburant du cerveau. Le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'oxygène. Et l'hiver, on est à notre aise pour étudier. Les travails intellectuels, c'est parfait en hiver. En été, on lit tout le temps de la petite littérature d'été. On lit pas des grosses des petits romans, des thrillers, romans d'amour? À cause de capacité intellectuelle qui diminue en été. Ah ouais. On a souvent fait la comparaison entre des cours qui ont été suivis en été et les mêmes cours donnés en hiver. Les notes en hiver sont toujours supérieures aux notes obtenues en été. Parce qu'en été, moins d'oxygène, plus de chaleur, on est plus tendance à se reposer. Des grosses briques, les gros livres vont nous faire peur. Mm-hmm. On est plus lent aussi, la chaleur nous accorde. Oui, il y a un phénomène aussi qui touche les Nord-Américains depuis une trentaine d'années. Moi, je trouve ça très préoccupant. C'est les enfants qui sont oubliés dans leur voiture pendant l'été. Une trentaine d'enfants décèdent chaque année parce qu'ils ont été oubliés par leurs parents. Ces affaires-là, ça n'arrive pas en hiver, ça n'arrive pas quand il fait froid ou quand il pleut, c'est toujours quand il fait beau. Pourquoi? Parce que la vigilance, notre façon de regarder le monde va changer dépendamment de la température. Si je vous donne une température de 30 degrés ici dans la pièce, là, au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous allez ressentir quelque chose de désagréable. C'est votre système système autonome, non, on n'y peut rien, système nerveux. Ouais, c'est notre corps qui dit. C'est notre corps qui nous envoie un signal en disant on est mal à l'aise, là, fais quelque chose. Ouais. Si tu es obligé parce que tu travailles, tu étudies ou tu es assis, tu vas payer le prix de ça. Et l'automne, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients aussi? L'automne, ça serait plutôt la saison saison des amours. C'est la saison où il y a le moins... C'est le printemps. Non, la saison des infidélités, selon certains sites. La saison des infidélités. Voilà. Il semble qu'en été, les gens sont plus prompts à tromper leur conjoint. On sait que les demandes de divorce augmentent en janvier, après les fêtes. Souvent, les couples qui sont en instance de se séparer vont attendre que les fêtes soient passées. Puis ici, au Palais de justice de Montréal, c'est en janvier que les divorces arrivent. Là. OK. Fait que l'automne, c'est là que... L'automne, c'est la saison préférée des gens. Hein. Beaucoup de sondages, en tout cas en Europe, ailleurs, les enfants vont dire c'est l'hiver. Pourquoi? La saison préférée des enfants, parce que c'est les Noëls, les cadeaux, on aime ça. Nous, les travailleurs, nous, on aime l'été parce qu'on va avoir des vacances. Ouais. Mais l'ensemble de la population, quand tu regardes la plupart des sondages, c'est curieux, mais l'automne, se distingue. Oui, c'est une saison où, justement, on revient à ses habitudes, où on revient à ses amours. On revient à son travail. Alors que le printemps, c'est la saison où on déménage de plus. C'est la saison où on va changer de travail de plus. Comme le renouveau de la nature explose partout, on se sent comme poussé dans un changement. Et d'ailleurs, c'est la saison du suicide. Là. Avril, mai, c'est la saison au Québec où on a plus de suicides. D'ailleurs, au printemps plus que l'hiver. Oui, c'est la même chose. C'est l'inverse dans l'hémisphère sud. C'est octobre qui correspond au mois d'avril à peu près, où les tendances suicidaires augmentent beaucoup. C'est fou, ça. J'aurais pensé que ce serait plus pendant l'hiver. Oui, c'est contre-intuitif. D'ailleurs, chaque année, quand il y a des campagnes de prévention du suicide, ils font ça en février. Et moi, j'ai fait des travaux là-dessus pour essayer de vérifier des choses. J'ai aussi collaboré à certaines études un peu locales. Mais février, c'est le mois où il y a le moins de suicides au Québec. C'est même s'il y a 28 jours, moins de jours, c'est pas en hiver, vraiment, qu'on aurait plus de besoins. C'est au mois d'avril, au mois de mai. Les psychologues, ils disaient, parce que le printemps amène un renouveau dans la nature, nous, comme êtres humains, on est poussés à essayer de vouloir changer, mais on est souvent ramené à notre malheur. Et là, la distance se fait entre la nature et notre... On est comme déçus, on est déçus, et ce qui nous pousserait au suicide. C'est l'ancienne théorie, ça, qui date de près des sociologues là, du début du siècle. On sait que c'est faux maintenant. On sait que c'est relié à un débalancement hormonal, ce qu'on appelle la sérotonine et l'hormone du bonheur. Et chez la plupart des suicidaires, d'ailleurs, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte tout de suite, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 92% des personnes suicidaires ont un diagnostic de maladie du cerveau, dépression,
ou autres problèmes nerveux. Mais est-ce qu'on passe à côté de quelque chose en prenant pas le climat et la météo en compte quand on fait, par exemple, des campagnes de sensibilisation? Tout à fait. Oui, parce que là, les grilles... On n'en parle jamais. Voilà, les grilles d'évaluation pour essayer de savoir quelles sont les périodes dans l'année où je vais faire plus attention dans mes proches pour vérifier, on devrait le faire, mais on ne le fait pas. C'est la même chose avec les hôpitaux. Quand il y a des vagues de chaleur, des vagues de froid ou des vagues d'incidents de verglas, on le sait, des fois, 3 semaines d'avance, 2 semaines d'avance. Mais les hôpitaux et les médecins ont tendance à pas vouloir, disons, considérer la météo, le climat, comme un facteur de risque, alors que c'en est un. Puis, ça fait plus de 15 ans que c'est un risque très, 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 très réel. Quand il y a du verglas, il y a de la glace, donc il y a davantage de chutes, j'imagine, donc plus de traumas. Oui, c'est ça. Personnes qui se rendent aux urgences. Si vous avez une période de 3-4 jours de pluie, vous allez avoir des maladies qui vont être déclenchées, des maladies intestinales en été, plus d'accidents de la route. Si c'est une période de canicule, comme j'ai mentionné tantôt, la perte de vigilance entraîne des erreurs humaines énormes. Et de là aussi l'erreur de penser « Ah, mon petit, je pensais que c'était ma femme qui l'avait dans sa voiture, c'était moi. » C'est la vigilance. C'est l'oxygénation diminue un peu, puis on se laisse aller. Et ça, c'est connu depuis que la marine britannique, dans les années 1600, a commencé à envoyer des bateaux dans le sud, dans l'hémisphère sud, pour amener des denrées, de la nourriture. Des humains aussi. Oui, la mutinerie du Bounty. C'est un bateau anglais. Les marins se sont mutinés, à un moment donné, se sont révoltés, puis ils ont tué leur commandant, tout ça, simplement parce qu'ils ne voulaient pas quitter la tiédeur. Ils étaient à Tahiti, puis là, on leur disait de revenir en Angleterre avec leur cargaison. Mais le seul facteur qui a pu jouer, c'est vraiment l'effet de température, de chaleur extrême, qui fait qu'on ne donne pas le même rendement. On n'a pas le même seuil de gestion des insultes. Parce que vous allez voir que quand il fait chaud, les klaxons augmentent beaucoup. Ah oui, les esprits s'échauffent autant que la température. Oui, les policiers aussi vont vous le dire. Aussitôt qu'il fait chaud à soir, à minuit, quand à la sortie des bars, je vais avoir plein de problèmes. Ah oui. J'ai étudié à Montréal, au Québec, les prisons, les pénitenciers. Il y a 12 pénitenciers fédéraux au Québec. Un pénitencier, c'est un établissement de détention, c'est une prison où les gens sont condamnés à plus de 2 ans. J'ai regardé, moi, sur une période d'à peu près 8 ans, à quel temps de l'année il y a eu plus de bagarres, d'indiscipline, de violence en prison. D'après vous, ce sera quoi? Bien, ça va être les temps de canicule, quand il fait chaud, j'imagine. Exactement. Le mois de juillet, le mois d'août, c'est les mois vraiment où il y a eu plus de problèmes. C'est pas climatisé, les cellules en prison, là. Il y en a plein d'exemples qui le démontrent. D'ailleurs, le prochain livre, je travaille sur un livre actuellement sur l'effet du changement climatique sur la violence. On voit la violence augmenter partout là, dans nos sociétés depuis à peu près une 30aine d'années. Et c'est lié au changement climatique? Au réchauffement, en fait. Au réchauffement climatique, aux chaleurs et à l'effet aussi que le changement climatique est en train de provoquer des conditions dans lesquelles la violence va beaucoup se développer. Comme quoi? Quelles conditions? Quand vous avez, mettons, un centre-ville qui est ravagé par une tornade aux États-Unis ou même des inondations, la pauvreté va s'installer, les gens vont délaisser les quartiers. C'est des maisons, bâtiments qui vont servir d'un fois à d'autres types de locataires ou à d'autres types d'activités criminelles. La population aussi qui est déplacée. On l'a vu en Syrie, quand il y a eu une sécheresse, là, il y a à peu près une 12aine d'années. Il y a eu 2 millions de Syriens dans les régions qui se sont retrouvés en ville, dans les grandes villes. Ça a déclenché l'été après ce qu'on appelle le printemps arabe. Il y a eu des rébellions, il y a eu des révoltes. Ça, c'est des mouvements de masse, de foule. Mais juste au niveau des humains, on sait que les températures de 30, 31 degrés vont venir nous chercher. Ici, l'École de criminologie de l'Université de Montréal a étudié les voies de fait à Montréal. Et on a trouvé que les températures de 30 degrés Celsius à Montréal, c'est le seuil où la violence, les voies de fait, la violence domestique augmente beaucoup à 30 degrés. Je me suis intéressé beaucoup depuis quelques années à ces épanchements-là de violence qu'on voit dans tous les domaines, dans les jeux vidéo. Et c'est fou ce que tu dis là, parce qu'on s'enligne vers un réchauffement planétaire, des températures plus élevées, des sécheresses plus élevées, des ouragans plus violents. Je veux dire,
la violence du climat va aussi se répercuter dans la violence des humains. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas. Là. On parle d'une hyper-violence de la société ici comme en Europe et aux États-Unis. Les policiers, les services ambulanciers, tous ces gens-là, des autorités de la santé s'attendent à plus de crimes violents. C'est surtout les crimes violents qui augmentent avec une température élevée. On l'a vu dans les dernières années quand il y a des mutineries dans les prisons. Regardez à Bordeaux. La prison de Bordeaux. Chaque été, il y a des grabuges qui se fait. Ça se fait toujours quand il fait au moins 28, 29 degrés, 30 degrés Celsius. Les émeutes raciales aux États-Unis qui ont éclaté dans les années 60 se sont toutes produites dans des villes où les températures étaient de 28 degrés Celsius. Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Bien, on peut agir. On ne peut pas changer la météo, mais on peut la prévoir. Et en sachant dans quelles conditions, dans quelle journée, dans quel intervalle de temps vous allez modifier votre santé, votre humeur, votre comportement, on peut agir. On peut vraiment, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et la biométéorologie nous offre la possibilité de connaître d'avance ces conditions-là. D'ailleurs, moi, je ne m'enchaîne pas, je l'utilise parfois. Là. Ah oui, comment? Bien, après une période de 4 jours de pluie ou de soleil, de mauvais temps, ici au Québec, dans les 2 jours qui vont suivre, les gens vont être accueillants, positifs. Ils vont favoriser la demande que tu vas faire. Si tu fais des négociations, mettons, attends donc qu'il y ait du soleil pour essayer de demander une faveur à ton chum ou ton boss. Hein? Augmentation de salaire, une journée de soleil? Augmentation de salaire, ça peut être ça, comme ça peut être d'autres trucs. C'est vrai. Parce que la météo nous conditionne. D'ailleurs, une anecdote... le fils de Maurice Boucher, Mom Boucher, vous connaissez Mom Boucher, oui, criminel bien connu au Québec, célèbre motard. Son fils a été incarcéré il y a à peu près 4 ans, 5 ans là, à Bordeaux, et il a été libéré par erreur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait passé 3 postes de contrôle à Bordeaux, il ne devait pas être libéré, mais pourtant, il a été libéré par erreur humaine. Le gouvernement a dit c'était une erreur. Le ministère de la Justice a dit c'était une erreur. Bordeaux a dit oui, on ne devait pas libérer. Il a passé 3 postes de contrôle. Il a parlé à des officiers, des policiers, puis ils l'ont laissé partir. Cette journée-là, c'était un 12 mai, je crois. En tout cas, c'était... Il devait faire beau. Puis il faisait mauvais la semaine d'avant. Mais ce jour-là, il faisait super beau. Un anticyclone extraordinaire comme on a aujourd'hui. Donc, la vigilance, ça en a pris un pli. Puis on se dit, ah ouais, on est plus tolérant. Alors, les évasions, là, il faut que ça se fasse une belle journée après une semaine de mauvais temps. Bien, le manque de vigilance, surtout. Si tu as besoin, mettons, de passer un examen oral ou de passer devant un groupe, c'est mieux de souhaiter de la pluie ou du temps nuageux. Pourquoi? Les gens vont être plus attentifs. Quand il y a du soleil, comme ça, c'est la source de distraction, la numéro 1. Ça doit être difficile dans les écoles quand il fait très, très beau. Là. Ouais, c'est pour ça que je reviens à ma question. Parle à un professeur, puis il va te le dire. Lui, quand il fait beau, j'arrive pas à les faire travailler. Ils sont dehors. Si on veut être plus en synchronicité, disons, avec le climat, qu'est-ce qu'on doit observer pour se connaître puis bénéficier un peu, profiter un peu de ce que la météo peut nous donner? On commence par quoi? Là? Premièrement, par peut-être être conscient des bulletins météo, de ce qui s'en vient dans le ciel dans les prochains jours. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de téléphones cellulaires. Tout le monde a un appareil photo. D'ailleurs, on observe plus de photos de tornades depuis quelques années qui nous donnent l'impression que les tornades il y en a plus. Augmentent, alors que ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il y a plus de personnes qui les captent avec leur appareil photo. C'est ça. Et donc, en sachant un peu le temps qui s'amène, on peut mieux moduler nos activités et optimiser aussi notre emploi du temps. Là. OK. Si on veut faire ça, comment on optimise notre emploi du temps? Ça, c'est vraiment là ce que je recherche. OK. Pas d'augmentation de salaire quand il pleut. Si je veux, par exemple, je ne sais pas moi, faire une activité physique, je suis mieux de le faire à quelle heure de la journée? En après-midi, ça, c'est bien connu. Les cycles, je reviens à la question des cycles humains. On est tous basés sur des cycles de respiration, le cycle aussi de gestation, de cycle féminin, de gestion. Ça revient tout même dans les hôpitaux, j'ai découvert, en fait, c'est pas vraiment une découverte, mais dans les greffes, les patients qui reçoivent des greffes médicales vont avoir des phénomènes de rejet qui suivent des cycles de 16 jours. 14, 21, 28, comme si c'est le corps qui t'indique que le cycle, on ne peut pas s'en passer parce que ça fait partie de la nature, de
de notre ADN. Je le vois avec mes enfants autistes aussi qui me rappellent à chaque fois qu'on vit au fond d'un océan d'air. Puis chaque fois qu'il y a des vagues dans l'océan, on le ressent intérieurement. Donc, il faut être en diapason avec la nature. On l'est chaque fois forcément quand il fait beau après du temps mauvais parce qu'on vit à l'intérieur de plus en plus. C'est vrai qu'on passe tellement de temps à l'intérieur. Les jeux vidéo, surtout, expliquent ça. Mais vous allez parler aux scouts. Les scouts ont de la misère maintenant, depuis 2 ans, à recruter des nouveaux membres. Ah oui, hein? Il n'y en a plus d'enfants qui veulent aller jouer dehors. Ils veulent jouer avec la tablette à l'intérieur. Donc, si vous êtes maman, peut-être une bonne chose, c'est de forcer vos enfants à sortir dehors et de s'oxygéner en hiver parce qu'on revient vivifié quand on était dehors à moins 15, moins 20. On se sent là, plein d'énergie. Bien plus que si on restait devant la TV à regarder Netflix. Ben oui, ça c'est sûr. Puis on est distrait, puis on sait même plus on n'a même plus la notion du temps. On ne sait plus quelle heure il est ou quel jour on est. Au niveau du travail, est-ce qu'on ne devrait pas adapter nos cycles de travail, justement, être plus intense en hiver? Oui, on a eu, avec le phénomène de la COVID, de la pandémie, nous a donné une belle leçon aussi parce que le télétravail est devenu à la mode alors qu'on a construit des villes et des buildings, des centres d'achat avec l'idée que les gens vont se retrouver par milliers à magasiner en même temps, à travailler en même temps. Et non, il y a des gens qui travaillent mieux le soir et la nuit. Moi, j'ai travaillé sur des chiffres toute ma vie. Je l'ai vu, j'ai été témoin de ça. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Donc, il faut respecter ça. Ça fait partie aussi de la grande variété de la race humaine. Ah là là, la biodiversité humaine. et s'adapter à ça, comme un peu les Québécois l'ont toujours fait. Il y a dans les peut-être 300 ans, là, à Québec surtout, là, les gens avaient pris l'habitude, en décembre, c'était plutôt janvier, février, les familles se mettaient ensemble puis ils se faisaient un party de 3-4 jours à manger, puis faire de la musique, puis faire des rigodons. Ça a pris 200 ans avant qu'ils donnent un nom à cet événement-là. Ils appelaient ça le Carnaval de Québec. Parce que c'est quelque chose qui était déjà là par nécessité, finalement. Ils se sont mis ensemble, ils ont célébré, ils ont pris le temps de célébrer la vie, aussi célébrer leurs liens, se renforcer plutôt que travailler tout le temps. Ah, c'est drôle, Angèle, j'ai l'impression qu'on a une intuition par rapport à nos besoins. Tu sais, des fois, on a besoin d'aller se caler dans notre lit puis écouter de la musique. Des fois, on a comme un regain d'énergie. Ben oui. C'est souvent en lien avec la météo. Oui. C'est ça. Souvent, malheureusement, on se dit, on va se prendre du café ou un somnifère, on va lutter contre nos cycles pour être dans le rendement, dans la productivité. Puis c'est dans ce temps-là qu'on s'enligne pour être malade parce qu'on n'est plus en osmose avec la nature, plus en contact. On le voit surtout chez les peuples du Sud. Quand vous allez, je reviens à Cuba ou des Caraïbes, vous allez voir ces gens-là, à la fin d'après-midi, ils sont dehors. Tout le monde est dehors pour manger dehors avec le voisin, avec la voisine, puis ils s'installent leur table, puis ils ne mangent pas comme nous, on le fait là, devant la TV, puis vite, puis rapidement, puis ensuite, on passe à une autre activité à l'intérieur. Ils vivent dehors. La vie, c'est dehors que ça se vit aussi. Oui, et c'est ensemble. En tout cas, ce que je vais retenir, Gilles, c'est qu'on est vraiment cyclique. Nous sommes profondément des êtres cycliques, puis on se bat contre ça, mais on ne devrait pas. Puis consultons un peu plus nos applications météo pour savoir ce qui s'en vient. Gilles Brien, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!